Bilan de plus en plus tragique en Inde à la suite d'une fuite de gaz toxique à Bhopal dans le centre du pays. 1200 morts au moins, des centaines d'autres victimes condamnées. Nouvelle-Calédonie, Edgar Pisani consulte à Nouméa. À Paris, débat à l'Assemblée nationale, consensus sur le principe de l'autodétermination, mais pas sur le processus. Accord à Dublin pour réduire la production de vin en Europe. Les négociations sur l'entrée d'Espagne et du Portugal dans le marché commun seront donc poursuivies selon le calendrier prévu. Claude Chesson quittera le Quai d'Orsay en janvier prochain pour la Commission de Bruxelles. C'est ce qu'a annoncé à Dublin le président Mitterrand. Détournement d'avions meurtriers sur Téhéran. 4 Palestiniens abattent 1 et peut-être 2 des 150 passagers d'un Airbus koweïtien. Madame, Monsieur, bonsoir. Il s'agit bien de la plus grande catastrophe écologique jamais survenue dans notre civilisation industrielle. En Inde, le quart de la population de Bhopal, la petite capitale de l'État du Madhya Pradesh dans le centre du pays, le quart de sa population souffre affreusement de la fuite d'un gaz toxique survenu hier dans une usine appartenant au groupe américain Union Carbide. Le dernier bilan officieux fait état d'au moins 1200 morts et il s'alourdit d'heure en heure. 12 000 personnes s'entassent dans les hôpitaux et beaucoup d'entre elles sont sans doute condamnées. Des images extrêmement pénibles. Isabelle Béchelet. Ils sont morts comme des mouches, asphyxiés dans leur sommeil ou terrassés par le gaz sur les routes alors qu'ils tentaient de fuir désespérément les environs de l'usine meurtrière. Ils sont morts étouffés par un œdème pulmonaire dans des convulsions atroces et d'heure en heure on dénombre de nouveaux cadavres. Les vieillards et les enfants ont été foudroyés les premiers par le pesticide. Les autorités de l'État de Madhya Pradesh n'ont recensé que 475 morts, mais la morgue est pleine et déjà le bois destiné aux bûchers hindous traditionnels vient à manquer. À Bhopal, 20 000 personnes au moins ont été exposées à l'isocyanate de méthyle. 2000 d'entre elles agonisent dans les pires souffrances, les autres, les plus solides, arrivent par centaines dans les hôpitaux de fortune, agités de toux et de nausées, aveugles ou les yeux purulents. On a réquisitionné tous les étudiants en médecine des environs, mais les moyens sont insuffisants. Pour soigner les plus gravement atteints, il faudrait autant d'unités de réanimation que de malades. Pendant qu'on s'affaire avec l'énergie du désespoir dans les hôpitaux, l'angoisse étreint ceux qui n'ont pas pris la route de l'exode. Ils attendent des nouvelles des leurs, mais le danger n'est pas écarté car le nuage toxique plane toujours comme la mort sur la ville. L'air est trop humide pour qu'il se disperse. L'usine d'Union Carbide a cessé sa production et 5 de ses responsables sont en prison, mais dans le bidonville voisin, c'est la désolation. Oui, des scènes d'horreur, vraiment des scènes d'horreur qui vont se poursuivre pendant plusieurs jours encore. L'usine de pesticides de Bhopal, autour de laquelle, vous l'avez vu, s'étaient agglutinés les bidonvilles. Cette usine produisait de l'isocyanate de méthyle. Ce gaz mortel dont Union Carbide a décidé d'arrêter la production dans le monde entier n'est pas fabriqué en France, mais il y a un centre de stockage près de Béziers où les normes de sécurité sont infiniment plus strictes qu'elle ne l'était, semble-t-il, en Inde. Jacques Violet. L'isocyanate de méthyle est en quelque sorte la matière première qui sert à la fabrication des pesticides, des désherbants utilisés pour l'agriculture. Le réservoir qui a explosé hier matin à l'usine de Bhopal contenait 45 tonnes de ce produit très volatile, très inflammable et très toxique qui a des effets analogues à des gaz de combat. Seulement 2 usines au monde fabriquent ce dangereux produit, celle de Bhopal en Inde, cause de la catastrophe, et une autre aux États-Unis. Dans une conférence de presse, la compagnie Union Carbide, propriétaire de ces 2 usines, décidait dès hier d'arrêter toute production. Mais s'il n'est plus fabriqué, ce produit continue d'être stocké et utilisé pour la fabrication des pesticides, notamment dans une usine en France, à côté de Béziers. La matière première arrive des États-Unis, donc du lieu de production, par bateau à Fos, et ensuite arrive à Béziers par transport terrestre. Quelles sont les mesures de sécurité à Béziers dans une usine comme celle-ci? Alors, d'une manière générale, si vous voulez, en France, on n'a pas eu de grands accidents. Depuis Faisin en 1966,
Ceci dit, il y a des mesures permanentes de sûreté et de sécurité sur la prévention technique qui doivent être mises en œuvre dans le cadre du contrôle qu'exerce l'État au travers de l'inspection des installations classées et qui concerne précisément l'ensemble de ces sites dangereux. S'il est moins présent dans les pays occidentaux où la sécurité est plus grande, le risque d'accident reste permanent dans tous les grands complexes industriels. La situation en Nouvelle-Calédonie continue de nourrir le débat politique à Paris et sur le terrain, la tension reste toujours aussi vive. Le délégué du gouvernement, Edgar Pisani, est arrivé ce matin à Nouméa. Il a aussitôt entrepris ses consultations avec les dirigeants politiques locaux. Mais avant d'engager le dialogue, les indépendantistes du Front de libération kanak socialiste exigent toujours la libération de 15 prisonniers politiques. Quelques heures après M. Pisani, une délégation de la commission de contrôle du Sénat, conduite par l'ancien ministre RPR Yvon Bourges, est arrivée de son côté à Nouméa. À Paris, l'Assemblée nationale s'est réunie ce matin pour entendre une nouvelle déclaration du Premier ministre sur la situation dans l'archipel. Laurent Fabius a lancé un appel à la raison et à la trêve politicienne. Dans le débat qui a suivi, les orateurs des différentes formations politiques ont exprimé un accord de principe sur l'autodétermination, mais de profondes divergences sur le processus. La suggestion la plus originale est venue du socialiste Lionel Jospin qui propose une indépendance pluriethnique. Daniel Brem et Jean-Louis Le Sel. Le débat de ce matin était sans passion. La gravité de la situation en Nouvelle-Calédonie freinait les débordements, d'où l'appel de Laurent Fabius à la trêve politicienne sur ce sujet. Pour le Premier ministre, ton apaisant mais ferme. On ne peut pas, comme le souhaitent certains, faire comme si les indépendantistes n'existaient pas. On ne peut pas non plus, comme le disent d'autres, faire comme si les Européens n'existaient pas. C'est à partir de ces réalités qui sont contradictoires qu'il faut frayer un chemin par l'autodétermination et qui sera précisément l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Sous les yeux de Dick Kekeway, Pierre Messmer accepte l'autodétermination, mais pas n'importe comment. Ton de procureur. Lorsqu'on discute sur un pied d'égalité avec un pseudo-gouvernement illégal, ami du colonel Kadhafi, je doute que vos négociations aboutissent à rétablir la paix civile. Vous créez, et c'est aussi un sujet d'inquiétude, vous créez sur un territoire de la République un dangereux précédent qui risque d'être invoqué ailleurs et plus près de nous. Pour le Parti communiste, attention à l'engrenage colonial, ton de méfiance. Il faut reconnaître lucidement les droits historiques du peuple kanak sur cette terre. Il faut reconnaître ses droits à diriger ses affaires, à décider de son sort librement, y compris s'il doit s'agir demain de l'indépendance. Sur les bancs du DF, ton critique et interrogatif. Quelle sera désormais la mission des 3000 hommes sous les armes qui sont sur place? Vont-ils devoir accepter de nouvelles humiliations? Enfin, pour le Parti socialiste, ton professoral, on cherche des solutions. Ne faut-il pas que les membres, tous les membres de ces communautés, Caldoche ou Kanak, ainsi définis, votent, certes, mais votent séparément? J'avance mes propres solutions, messieurs. Dans sa réponse aux orateurs, Laurent Fabius a redit sa volonté de voir la Nouvelle-Calédonie retrouver le calme. Une ligne de conduite, ordre et dialogue. Je m'y tiendrai sans faiblesse, a-t-il annoncé. Ton de Premier ministre. Réaction du secrétaire général du RPR à la proposition de Lionel Jospin. Un vote séparé des deux communautés serait inconstitutionnel et instituerait une sorte d'apartheid, selon Jacques Toubon. L'UDF Jean-Claude Gaudin est plus dur encore. Il s'agit d'une magouille électorale dont le PS a le secret, a-t-il dit. Dans l'île, les barrages érigés par les Kanaks et aussi par les Caldoches entravent toujours la circulation et entretiennent la tension. Thio, sur la côte est, reste encerclé et les gendarmes enfermés. Au nord de l'île, où se sont rendus Jean-Michel Mercurol et Henri Gallet, la population européenne est à bout de nerfs.
À l'arrivée, ici dans le nord, ce sont un peu des images d'exode qui nous attendent. Des vieux, des malades, des mères et des enfants qui embarquent pour être évacués sur Nouméa. Il n'y a pas que des missions militaires d'évacuation et de ravitaillement. Chaque jour, des particuliers le font, bénévolement, là où c'est possible, avec des avions privés. Une situation qui dure et qui excède la communauté blanche. Des broussards ont édifié, ici et là, leur propre barrage. Depuis plusieurs jours, ils contrôlent eux-mêmes les voitures pour y chercher des armes. Ils sont décidés et s'organisent pour échanger des informations à l'aide de la CIBI. Bon, les gars, ils sont vraiment sur les nerfs dépressifs là, ok? Moi qui suis métropolitain, je suis oreille. Je suis pas venu ici pour faire la guerre avec les Kanaks, je suis venu pour travailler et développer le pays. Je suis pas là pour faire la guerre. Mais si au moment où on me détruit tout ce que j'ai amené ici, moi j'ai amené ici de l'argent pour pouvoir faire. J'ai travaillé, j'ai défriché. Alors on se défendra jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et croyez-moi qu'il y a du monde qui est d'accord. Hein. Retour à Nouméa. Les civils évacués ont voyagé avec des gardes mobiles qui viennent d'être relevés en brousse. Les Européens ne décolèrent pas, ils ont le sentiment que les forces de l'ordre ne font pas leur travail ou sont mal utilisées. On a vraiment l'impression qu'on est en train de nous larguer bassement. Et alors je vous le dis, je vous le répète, moi je ne suis qu'un petit ouvrier qui a tout investi ses billes en Calédonie. Quelques heures à peine avant l'arrivée d'Edgar Pisani sur le territoire, les violences continuaient. De nuit, à quelques kilomètres de Nouméa, 2 Blancs ont été blessés par balle devant un barrage indépendantiste. Les 10 chefs d'État et de gouvernement européens réunis à Dublin depuis hier se sont mis d'accord sur les moyens de limiter la production de vin dans la communauté. Le sommet s'est terminé ce soir. Cet accord de Dublin devrait permettre de poursuivre comme prévu les négociations sur l'entrée de l'Espagne et du Portugal. Sur place à Dublin, Philippe Sassier. Dès le matin, les 10 avaient le sourire. Ils savaient déjà qu'un accord sur le vin était pratiquement acquis et que la volonté politique l'emportait sur les querelles techniques. Cette volonté d'avancer, le président de la République et le chancelier d'Allemagne l'ont illustré à l'heure du petit déjeuner où ils ont trouvé, en buvant leur café, un accord sur le sucrage du vin allemand. L'Allemagne a accepté de faire un effort pour contrôler davantage sa production. Mais le véritable enjeu est de réduire la capacité de production de vin en Europe. Et là, Bettino Craxi, le Premier ministre italien, s'était montré, jusqu'à Dublin, très réticent à des mesures de discipline rigoureuses. Pour la France, la maîtrise de la production, la priorité à donner à la qualité sur la quantité et le redressement des prix du vin étaient indispensables avant d'accueillir dans la famille européenne l'Espagne, qui est le propriétaire du plus grand vignoble mondial. L'accord de Dublin, qui va pénaliser ceux qui augmenteront leur production et rechercheront à accroître le rendement de leur vignoble, a une signification claire: la production de vin ne peut plus progresser. Pour le président de la République, l'accord sur le vin est valable et les intérêts des viticulteurs français sont sauvegardés. On a décrit comme obstacle principal le problème du vin. Or, le problème du vin est réglé, puisque l'idée centrale, et vous l'avez compris, était que l'arrivée de l'Espagne dans le marché commun ne devait pas correspondre à une poussée de plantation, de production espagnole qui pouvait déséquilibrer complètement un marché déjà fragile en Europe. Il fallait donc une limitation de la production. Déjà, l'Europe produit trop de vin et la réforme du marché mise au point à Dublin va instaurer un système de limitation de la production et de la distillation. Les explications de Jean-Marc Dubois. Le but de cet accord entre les 10, d'abord réduire la production des vins de table en Europe. Une production qui en 1984 aura coûté plus de 7 milliards de francs d'aide du Fonds européen agricole. Ensuite, relever les prix du marché qui sont aujourd'hui extrêmement bas. Pour y arriver, les 10 ont choisi 2 mesures principales. Imposer en début de récolte une distillation obligatoire à très bas prix pour faire correspondre les quantités produites et les besoins des consommateurs. Autre mesure,
poursuivre la politique d'aide à l'arrachage et éviter de nouvelles plantations. En cas d'infraction, des sanctions financières sont prévues. Un accord qui ne surprend pas les viticulteurs du Midi. Le Midi viticole se sent ce soir plutôt sacrifié que plutôt content. Pourtant, ça a l'air d'être un bon accord. Non, ce n'est pas un bon accord. Je crois que le seul point sur lequel nous puissions être d'accord avec ce qui est sorti de Dublin, c'est la destination obligatoire à bas prix. Nous l'avons toujours dit. Nous sommes pour une distillation qui dissuade certaines parties de l'Europe à produire des vins d'une qualité douteuse. Par contre, il n'y a dans aucune ligne une référence à une garantie de prix pour les volumes commercialisés. Donc pour nous, ce ne peut pas être un bon accord. Le problème maintenant est de savoir si les 10, bientôt les 12, se donneront les moyens suffisants pour que cet accord soit réellement appliqué. À Madrid ce soir, on juge très positif l'accord intervenu à Dublin. Confirmation à Dublin, le ministre des Relations extérieures, Claude Cheysson, est nommé commissaire européen à Bruxelles. Le président Mitterrand vient de l'annoncer à la clôture du sommet européen. Monsieur Cheysson ne quittera pas immédiatement le gouvernement. Un remaniement ministériel limité devrait intervenir d'ici janvier prochain. Et l'on s'attend à ce que Roland Dumas, jusqu'ici ministre des Affaires européennes et porte-parole du gouvernement, succède à Claude Cheysson au Quai d'Orsay. Paul Naon. Claude Cheysson, au cours de ces 3 ans, a passé beaucoup plus de temps à l'étranger qu'au Quai d'Orsay. Cependant, la politique étrangère reste toujours du domaine réservé du président de la République et Claude Cheysson en a été le brillant exécutant. Le rapprochement avec les États-Unis, la bataille des Pershing, le oui du gouvernement français pour l'installation des fusées américaines sur le sol européen, le Liban, l'envoi du contingent français et son retrait, l'Europe et sa relance au dernier sommet de Fontainebleau. Cheysson le gaffeur, sans doute. Mais peut-on appeler gaffe des prévisions qui se sont toujours révélées exactes? Rappelez-vous, le jour de la mort de Sadat, Claude Cheysson avait prédit que l'Égypte reviendrait peu à peu au sein du monde arabe. C'est le cas aujourd'hui. Ou encore, pendant les événements de Pologne, il avait affirmé que l'Occident ne ferait rien, et l'Occident n'a rien fait. Claude Cheysson retournera donc à Bruxelles, où il avait déjà été pendant 8 ans, de 73 à 81, le commissaire chargé du développement. En Corse, l'ex-FLNC a diffusé un communiqué aujourd'hui, un communiqué qui ne revendique pas les attentats de ces derniers jours, mais qui les lie à la situation coloniale faite au peuple corse, selon l'expression utilisée dans ce texte qui affirme « Si la Nouvelle-Calédonie appartient aux Kanaks, la Corse appartient aux Corses ». Fin de citation. À Bastia, 1 millier de personnes ont manifesté cet après-midi à l'appel de la CGT. Sur place, Dominique Thiers. Première manifestation aujourd'hui après la fusillade de Bastia où un jeune CRS a été tué. Halte au terrorisme, à la violence, affichent les organisateurs du défilé. Seule la FEN a répondu à l'appel de la CGT. 400 à 500 personnes marchaient en silence cet après-midi en direction de la préfecture d'Ajaccio. Mais ce matin, au nom de l'Assemblée régionale, Jean-Paul de Rocasser appelait lui aussi à une grande manifestation jeudi, à l'heure où sera inhumé Stéphane Zvigon, le CRS abattu. Après 1 minute de silence, le président de l'Assemblée demande à tous les Corses de s'unir pour lutter contre la violence. La séance s'achève avec la Marseillaise pendant que les élus nationalistes et autonomistes quittent la salle. Mobilisation syndicale et politique alors que la nuit dernière, 2 gendarmeries ont été mitraillées sans faire de victimes et qu'une charge de plastique a explosé à Bastia devant le cabinet d'un avocat. Mobilisation policière, des barrages ont été mis en place toute la nuit. Les enquêteurs ont trouvé dans un fossé une 4L qui pourrait être celle qui a servi à l'attentat. Ce matin, un communiqué du FLNC est parvenu aux différentes rédactions de l'île. Il ne revendique pas clairement les attentats de ces derniers jours, mais affirme que les événements de dimanche sont à mettre à l'actif de la situation coloniale en Corse. Le président de l'Assemblée régionale corse appelle la population à manifester jeudi, au moment où se dérouleront à Troyes les obsèques du CRS tué dimanche à Bastia. L'autre CRS grièvement blessé est ce soir à Marseille dans un état satisfaisant. Une vieille dame trouvée morte cet après-midi à Paris, dans le 18e arrondissement, et aussitôt renaît la psychose du ou des tueurs qui, entre le 4 octobre et le 12 novembre dernier, dans le même quartier de Paris, ont assassiné 9 femmes, toutes âgées. Pourtant, les enquêteurs ne font pas le lien avec les précédents assassinats.
Hervé Bogigny. Elle gardait son petit hôtel nuit et jour. Lazarine Sériez avait 95 ans. Cet après-midi, des clients ont entendu des bruits suspects. Dans la cour, Madame Sériez agonisait. Avant de mourir, elle a pu dire « mes clés, 2 hommes, des cagoules ». Ce soir, les enquêteurs n'ont rien voulu déclarer sur les circonstances de cette mort. Une bombe lacrymogène a pourtant été retrouvée sur les lieux. Est-ce la cause du décès de Madame Sériez ou la vieille dame l'a-t-elle au contraire utilisée contre ses agresseurs? Dans le quartier, on la savait effectivement très énergique. Non. Ah, elle vivait seule, oui. Oui. Il paraît qu'elle laissait un peu la porte ouverte. Ah oui, ça, je vais souvent critiquer. Enfin, il n'y a pas que moi là-bas. J'ai toujours eu peur depuis... D'ailleurs, elle a été agressée 2 ou 3 fois, je crois. Elle avait déjà été agressée? 2 ou 3 fois, oui. Apparemment, il s'agirait donc d'une agression de plus, sans rapport avec les 9 femmes assassinées entre octobre et novembre dernier. L'accroissement du nombre des policiers dans le 18e n'a visiblement pas dissuadé les malfrats du quartier. Les 2 hommes sont en fuite. Vive émotion chez les taxis parisiens après l'assassinat de l'un des leurs hier soir à Nanterre. Le Sidunati réclame un renforcement des contrôles de police. Nouveau détournement d'avion sur l'aéroport de Téhéran ce matin. Détournement tragique. 4 pirates de l'air qui se disent palestiniens ont détourné un Airbus des lignes aériennes koweïtiennes qui assurait les liaisons entre Dubaï et Karachi. À bord, 150 passagers et 11 membres d'équipage. Un passager a été tué, peut-être un deuxième. Françoise Champet. Une seule certitude, un otage a déjà été exécuté. 10h30 ce matin, l'un des 150 passagers est amené à la porte de l'avion, un revolver braqué sur la nuque. Un pirate tire à bout portant, puis précipite le corps dans le vide, tout en continuant à faire feu. Au cours de la même fusillade, un deuxième passager est atteint. Il serait mort des suites de ses blessures. Ce soir, 23 enfants et 20 femmes ont été libérés. Selon l'une d'elles, les pirates, au nombre de 4, seraient d'origine palestinienne. Le détournement a été revendiqué à Beyrouth par l'organisation du 17 septembre, date des massacres de Sabra et Shatila. Les pirates chercheraient à obtenir la libération de condamnés à mort, jugés responsables des attentats de décembre 83 au Koweït. À l'heure qu'il est, les pirates menacent d'exécuter un otage tous les quarts d'heure. En échange de la libération des femmes et des enfants, les autorités iraniennes ont ce soir accepté de ravitailler l'avion en carburant. Attentat palestinien à Bucarest ce matin. Le numéro 2 de l'ambassade de Jordanie a été tué en plein centre de la capitale roumaine. Son agresseur palestinien a été arrêté. Le plus prestigieux des journaux français est en crise ouverte. La Société des rédacteurs du Monde, société qui détient une partie du capital du journal, a rejeté hier soir le plan du directeur gérant André Laurence pour tenter de résorber le déficit financier du journal. André Laurence a décidé de démissionner. Serge Miseret était cet après-midi rue des Italiens. Laurence a démissionné. En un clin d'œil, la nouvelle a fait le tour de la maison. Ce sont ses confrères journalistes de la Société des rédacteurs qui l'ont mise en minorité, refusant son plan de redressement. Depuis, André Laurence s'est enfermé dans son bureau, refusant les interviews. Il restera en fonction jusqu'à son remplacement. Bon, je crois qu'André Laurence en tire les conclusions. Il pensait que le redressement de l'entreprise et le redéploiement de l'entreprise passait par un certain nombre de mesures de réorganisation de la fabrication, de la politique des salaires et de la vente de l'immeuble. L'actionnaire principal dit que ça ne le convainc pas, qu'il ne pense pas que ce soit la bonne méthode. Le gérant en tire les conclusions et va passer la main. Mais... Voilà donc de nouveau en crise. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que vous êtes d'une certaine manière victime de la démocratie que vous vous êtes à vous-même imposée ? Disons que oui, je ne sais pas si nous sommes victimes, mais c'est vrai qu'on éprouve du mal à gérer notre entreprise avec nos méthodes démocratiques. Le Monde connaît depuis plusieurs années un certain nombre de difficultés, pertes de lecteurs, qui l'ont amené à un déficit de 70 millions de francs. La vente de l'immeuble a donc été proposée. Presque en même temps, le journal connaissait la première grève de toute son histoire. Tout cela dans un climat extrêmement tendu. Le projet de diminuer les salaires de 14% n'a pas arrangé les choses. Le vote des journalistes, c'est d'abord le désaveu d'une politique. C'est vraiment un acte de méfiance. C'est pas dangereux comme ça de changer de cheval au milieu du gué ? C'est toujours dangereux de changer de cheval, que ce soit au milieu du gué ou ailleurs. Mais là, comparer cela à un gué, moi, c'est plutôt pour moi un col. Un col, il faut le passer. Si on ne le passe pas, on tombe. Et si on le passe, eh bien, on débouche sur la plaine qui est au-delà.
Pour nous, nous n'avons pas le choix. Vous avez voté contre le plan ou contre M. Laurence? C'était très lié, hein, c'est un vote de confiance. Donc contre la politique et contre l'homme. Voilà. Oui, tout à fait. Le 20 décembre prochain, l'Assemblée générale des actionnaires devrait en principe soumettre à l'approbation de la Société des rédacteurs le nom du ou des nouveaux gérants. C'est de nouveau le flou. Une chose est sûre, c'est que la guerre de succession va recommencer. Et pour la première fois dans l'histoire du journal, il est question de faire appel à une personnalité extérieure au monde. Des changements dans notre rédaction. Albert Duroy devient directeur de la rédaction d'Antenne 2 à la place de Michel Toulouse. Pierre-Henri Arnstam devient son adjoint. Par ailleurs, le président de la société, Jean-Claude Eberlé, a annoncé que la télévision du matin sur Antenne 2 commencera le 7 janvier prochain. Après la carotte de la publicité, coup de bâton pour les radios locales, en tout cas à Paris. La Haute Autorité de l'Audiovisuel a pour la première fois décidé de suspendre les autorisations d'émettre qui avaient été accordées à 6 radios locales parisiennes et non des moindres, puisqu'il s'agit entre autres des 2 radios locales les plus écoutées à Paris, Énergie et 95.2. Les radios sont décidées à continuer à émettre. Depuis 9 jours, l'Américain William Schroeder vit dans un hôpital de Louisville, dans le Kentucky, avec un cœur artificiel. Son état de santé s'améliore de façon spectaculaire et il a même pu s'entretenir dimanche devant les caméras avec son chirurgien. Lucie Sogoul. Aucune douleur, aucune gêne particulière. William Schroeder se sent parfaitement bien et fait preuve d'un moral à toute épreuve. C'est comme si j'avais de nouveau 40 ans, précise-t-il. J'ai l'impression que je pourrais sortir, aller à la pêche, regarder des matchs de foot. Quand il est rentré à l'hôpital, il savait qu'il ne lui restait plus qu'un mois à vivre. Il se sentait de plus en plus faible. Mais depuis la transplantation du cœur artificiel, c'est comme s'il avait encore au moins 10 ans à vivre. Ce qui lui permet de tenir le coup, son optimisme. Garder le moral, c'est pour lui la qualité numéro 1. Si tout le monde avait le moral, ajoute-t-il, tout marcherait bien mieux. Et son médecin renchérit, si tous les malades étaient comme vous. L'entretien s'est terminé par des félicitations mutuelles. Vous êtes formidable, docteur, a-t-il conclu. Et vous donc? Un mot de sport avec la première course transatlantique espagnole qui a démarré dimanche dernier. Le catamaran de Philippe Poupon a pris la tête de la course juste devant Charente-Maritime et Royal. Les concurrents de tête sont au large de Rabat par tout petit vent. Et puis, en guise de conclusion, presque ces images qui prouvent que nos mœurs, même sur un plateau de télévision, sont bien plus paisibles que celles des Hollandais. Un débat en direct a eu lieu hier soir sur une chaîne de télévision hollandaise, un débat entre adversaires et partisans du régime en place au Suriname, l'ancienne Guyane hollandaise. Les participants, vous le voyez, en sont venus aux mains, ou plutôt au poing. Un coup de feu a même été tiré. Bilan, 2 blessés et 3 arrestations dans le pays que Descartes célébrait à juste titre pour sa tolérance. Alain Gillot-Pétré en reste tout pantois et pourtant il va nous parler du temps. Oh oui, nous avons du dialogue en météo, du dialogue entre l'Est et l'Ouest. Regardez la photo satellite, nous avons d'une part un anticyclone sur l'Est de l'Europe et l'anticyclone des Açores. Les deux vont se rencontrer. Alors, vous voyez, c'est un vrai dialogue, sans coup, sans rien. Simplement, c'est cette dépression qui va en faire les frais, puisque elle, hop, elle va être rejetée justement sur la Hollande. Ça va les calmer. Regardez la carte de demain. Après dissipation des brumes et brouillards, ce sera du beau temps des Pyrénées-Orientales aux Cévennes, aux Alpes et à la Méditerranée, sauf en Corse où les averses persisteront. Attention aux brouillards persistants aussi de la Franche-Comté à la Lorraine, aux Vosges et à l'Alsace. Sur le reste du pays, après dissipation du brouillard, quelques éclaircies, beaucoup de passages nuageux et simplement des bruines sur les côtes de la Manche. Le baromètre est en hausse. Thermomètre aussi, de 4 à 13 degrés sur la moitié nord, 10 dans la capitale, et de 8 à 16 degrés sur la moitié sud. On a gagné un petit degré à Toulouse, à Biarritz, en Corse, à Nîmes et à Perpignan. Demain, c'est le mercredi 5 décembre, 1 minute de soleil en moins, le 8h27, couché 16h55. Bonne fête à tous les Géraldes. À 23h15, c'est Jacques Segui qui vous présentera notre dernière édition. Demain, 12h45, antenne de midi, 18h30, c'est la vie. Et je vous retrouverai avec plaisir demain à 20h. Très bonne soirée sur Antenne 2.